Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canoë-kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Yves Prigent. Alors Jean-Yves, avant d'être un personnage incontournable au bord des bassins, c'est surtout un kayakiste qui a ramené le bronze au championnat du monde 1981. Modèle de dévouement et cadre passionné, il a ensuite entraîné pendant 17 ans les équipes de France K1, avant de devenir en 2000 CTR de la région Bretagne jusqu'à sa retraite en 2020. Salut Jean-Yves, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Je te propose de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au kayak slalom ? Le K1, en fait, au début, on ne faisait pas de K1. Moi, j'ai démarré très jeune parce que je suis issu d'une famille de canoïstes. J'ai pas eu tellement le choix du sport que je voulais pratiquer. Au départ, je voulais faire de la gym et on m'avait dit attention, la gymnastique, ça empêche de grandir. Et comme j'étais déjà C'est vrai, on t'a dit ça. Ouais, on m'a dit ça et donc ma famille faisait du canoë. Ma mère a commencé le bateau à 16 ans à Rennes. Donc juste 16 ans pour elle, c'était le début de la guerre, je crois. Et puis elle a continué. Mon père s'y est mis. Il y a eu aussi mon oncle qui est devenu président du club, lui, et qui nous a pas mal bougé. Et en fait, on faisait plutôt c'était le canoë, l'embarcation de prédilection. C'était le canoë biplace. Pour les jeunes, on était souvent accompagné par un adulte ou on était deux jeunes ensemble. Et j'ai appris d'abord le canoë. Après, on a reçu des premiers kayaks de constructeurs au club et on se battait en fait. Le mercredi, on arrivait le plus tôt possible pour monter dans les kayaks. Mais les kayaks qu'on avait, on avait peut-être 2 kayaks et on était une quinzaine à faire du bateau. Donc il fallait se bagarrer pour monter en kayak. Donc c'est amusant parce que maintenant, déjà on n'a plus ces problèmes de matériel. Et moi c'est arrivé au début des constructions plastiques parce que les premières rivières que j'ai descendues c'était avec des bateaux en bois. Voilà, c'était lourd, c'était pas facile à manœuvrer. Voilà. Ça c'était en quelle année après à peu près ? Et ça c'était dans les années 65. J'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé. Et j'ai fait après mon premier slalom, c'était autour des années 66, 67. Le premier slalom qui a eu lieu chez nous, c'était déjà le slalom existait quasiment pas. En fait, chez nous, c'était la descente qui était la discipline de prédilection en Bretagne. Et puis le slalom est arrivé un peu plus tard, on va dire dans les années 65, entre 65 et 70. Voilà. Et le premier slalom que j'ai fait, c'est à Cervon, sur Vilaine. Quelques portes avaient été aménagées. Je pense que la fédération avait la volonté de développer le slalom. La course en ligne n'existait pas beaucoup non plus en Bretagne, sauf à travers 3 centres CAPS. Il y avait Pontivy, Mayenne. Pourquoi je dis 3 ? En fait, il y avait Pontivy et Mayenne. Mayenne faisait partie de la Bretagne. Et Pontivy, c'est là où a démarré la course en ligne dans des centres qui étaient pilotés par des cadres d'État. Et puis ensuite, le slalom s'est développé un peu plus tard. Mais bon, à l'époque, on pratiquait toutes les disciplines. Moi, je faisais un peu de course en ligne, stage course en ligne. On faisait de la descente, beaucoup sur le Scorff, Lélé. Voilà. Puis après, c'était surtout les critériums tous les dimanches. Il y avait un critérium pendant la période hivernale, entre octobre et puis janvier, peut-être février. Après, c'était plus la saison slalom. Et puis, quand il y avait plus d'eau dans les rivières, on faisait de la course en ligne. Voilà comment ça se répartissait. Et les autres disciplines sont arrivées plus tard. Ma famille, en fait, était une famille de canoë-kayakistes. Quand on a créé le Kayak Club de Rennes, mon premier club, c'est Canoë Club de Rennes. Et ensuite, on a créé le Kayak Club de Rennes en 68 à peu près. C'était 2 choses différentes ? C'était 2 clubs différents. Il y a eu des disputes dans le premier club, comme il y a dans tous les clubs. Et en fait, mon oncle a décidé de créer un club autonome du premier club pour lancer des activités plutôt orientées vers les jeunes. On faisait surtout, il y avait le petit programme compétition, mais on n'était pas très orienté compète. On faisait surtout beaucoup de rivières.
donc avec Michel Baudin, là, mon oncle, Jean-Pierre Ducouret, des gens comme ça. Et un jour, c'était quelqu'un de la région centre qui est venu chez nous et qui a dit, ben moi je suis d'un club, c'était le club de Blois. On fait du slalom, pas mal à Blois, et ce que je pourrais vous proposer de faire, on trouve un site avec une veine d'eau. Donc on pensait effectivement peut-être à Cervon, mais qui avait été désaffecté, je sais pas pour quelle raison, problème peut-être de niveau d'eau, ou je sais pas la forme de la veine d'eau. On pouvait plus y aller, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on a cherché un site pour monter des portes, et il disait, les week-ends où il n'y a pas d'eau, on peut pas faire de rivière, on pourra faire du slalom. Et donc là, on montait, alors ça c'est les années 70 à peu près, hein. 70, moi j'avais quoi, 15-16 ans, on montait le parcours de la course au mois de septembre, et puis on bachotait jusqu'à février. Sur le parcours de la compète. Sur le même parcours. Et mais parfois, au lieu de faire remonter, on faisait descente, marche arrière, etc. Donc c'est vrai, le parcours, ouais, on le montait au début de l'année, et puis on le démontait en mars ou en avril. Mais après, alors le site, c'était le Couesnon. C'était sur le Moulin aux Moines, et on avait des bonnes relations avec le meunier qui nous avait accueillis sur son terrain privé. Et donc les week-ends où il n'y avait pas d'eau, on faisait une sortie. Donc il fallait s'arrêter chez le meunier, aller boire le coup de cidre. Voilà, du cidre maison, bien fort. Et on montait donc en bateau après avoir bu 2 ou 3 bolets de cidre. Voilà, c'était sans doute une autre époque. Après, les premiers slaloms, c'était quoi? Le Scorff. Moi, j'étais monté en bateau avec un entraîneur national qui était venu. Faut savoir qu'à Cervon, il y avait eu le père Ollery, le père Colombe, et puis l'équipe de France qui était venue dans les années 66, 67, par là. Et ensuite, il y a eu le Scorff. On a monté un bassin, en fait, les CTR, parce que c'est quand même eux qui faisaient le boulot de montage, etc. Ils se faisaient aider par les clubs locaux, mais c'était quand même eux les pilotes du développement des activités. Ça n'a pas changé en 50 ans, ça. Ça n'a pas forcément changé, mais maintenant on voit bien une organisation, c'est un club qui l'a fait bien souvent. Les CT peuvent aider, mais les clubs ils sont très autonomes, à l'image de ce qu'on a vécu le week-end qui vient de s'écouler, où il y a eu 2 journées de course avec une organisation bien rodée, bien motivée, avec des gens qui savent faire et qui ont la passion de l'organisation, et ça se passe bien. À l'époque, c'était les CT qui retroussaient leurs manches, qui montaient le bassin. C'était des gestions, on prenait les parents et les dirigeants qui étaient là et qui faisaient le secrétariat. Tous les résultats sortaient, c'était copié, manuscrit. Il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait même pas de machine à écrire. Je pense que ça se faisait à l'ancienne, mais ça marchait, donc ça a permis de rencontrer des jeunes des autres clubs. Par exemple, c'était les jeunes de Lorient ou les jeunes de Saint-Grégoire, donc il y avait Rennes, il y avait Pontivy qui était très fort, Guingamp bien sûr, et puis après les autres clubs, voilà, ça a démarré avec 5-6 clubs, et puis petit à petit, après, d'autres clubs se sont créés, se sont intéressés on parle peut-être un peu plus de slalom là, se sont intéressés un peu plus au slalom, où parfois c'était des jeunes qui partaient du club. Donc ces jeunes sont allés sont allés créer là où ils travaillaient ou là où ils habitaient un club. Ton club par exemple Brocéliande, c'est un ancien de chez moi, du club qui est parti, qui nous parlait sans arrêt de Montfort-sur-Meux, qui a créé son club. Et les premiers stages qu'on a fait, on les faisait, on emmenait des jeunes de Brocéliande, qui s'appelaient pas Brocéliande, c'était Montfort-sur-Meux, qui était installé dans son petit lavoir là au bord du Meux. Et donc il a développé son club comme ça, et il y en a d'autres. Tous les clubs ont été issus d'un départ d'un adhérent pour aller créer son propre club. Il faut savoir qu'à l'époque aussi on fabriquait nos bateaux, donc le prix du matériel était inférieur et on vivait une belle vie à fabriquer les bateaux, à casse-croûter ensemble. Les parents participaient à la réalisation des bateaux, et donc ça permettait de recruter un président, un trésorier, ça se passait comme ça.
Voilà. Donc le début du slalom, quand on s'est pointé sur les premières courses nationales, c'était là-dessus en 1900, je dirais 70, 71, on s'est pointé sur les premières courses. Comme on avait de la pratique de rivière, puisque le club c'était d'abord la rivière, parce qu'on allait dans les Alpes, on allait dans le Massif central, les Pyrénées, etc. On connaissait bien les rivières. Voilà, on passait pas de la classe 5, hein. C'est pas Nouria Neumann ou non, on faisait de la classe 3, parfois classe 4. Voilà, et quand on a eu des bateaux un peu plus sûrs, peut-être on a fait de la classe 5. Enfin bon, je me suis arrêté à 4, 4 et demi, on va dire ça. Et comme on avait développé aussi d'habileté sur le slalom sur le Couesnon, quand on s'est pointé sur les premières courses nationales, en fait, on savait pas du tout où on en était. On savait pas si on était en queue de classement ou. Et en fait, on était dans les meilleurs parce qu'on savait lire l'eau et puis on avait de l'habileté dans les portes. Donc ça a démarré comme ça. Première compète à Latu. Sélectif national, c'était quoi? Sélectif national à Latu. Donc on arrivait, donc c'était mon oncle, on était 3 ou 4 du club, 3 ou 4 jeunes qui avions un peu d'ambition. On avait fait peut-être l'année d'avant les championnats de France cadets. J'ai fait 2 championnats de France cadets, sur la Vézère au Pont Finot là, et la descente de la Vézère qui partait en haut sous le barrage jusqu'à Trégnac, et puis le slalom c'était à Trégnac. Donc c'était amusant parce que à l'époque on était obligé de courir dans les 2 disciplines et la fédération remboursait les déplacements pour aller au championnat de France et ne remboursait le déplacement que si on avait couru en slalom et en descente. Donc ce qui fait qu'on voyait certains pagayeurs qui n'avaient pas de bateau, parce que en fait la discipline la plus développée c'était la descente. Ils n'avaient pas de bateau de slalom, donc ils faisaient le slalom sur la Vézère avec leur bateau de descente. Donc soit ils essayaient pour se faire rembourser les frais. Pour se faire rembourser les frais. Tu vois, il y avait déjà des gros rats et voilà, et il y en a toujours. Voilà, donc ça c'était assez amusant. T'en faisais partie. Ouais, tout à fait. Non, mais nous on avait les bateaux de descente et on avait les bateaux de slalom. Et c'était quoi la différence déjà? C'était un peu comme maintenant, des bateaux plus manœuvriers vachement. Oui, beaucoup plus manœuvriers. Les bateaux de descente étaient plus faciles que les bateaux d'aujourd'hui, mais voilà. Et par contre les bateaux de slalom étaient beaucoup plus durs. Beaucoup plus durs, c'est la barquette fédérale. Donc c'était des bateaux qui étaient. Alors explique, c'est quoi la barquette fédérale? C'est un bateau qui avait été lancé, je pense, par la fédération, par le père Ollery. On dit le père Ollery, mais c'est Jean Ollery, qui a été entraîneur de l'équipe olympique en 72 aux Jeux. On est revenu avec une médaille de bronze. C'était les frères Ollery, c'était ses enfants. Mais il y avait une sélection nationale avec des pagayeurs qu'on voyait non pas sur Facebook ou Instagram ou compagnie. En fait, on avait les informations par CKM ou par. Ça existait déjà. CKM existait déjà, ouais, dans les années 70. Il y a eu d'abord La Rivière, une revue qui était portée par des personnes du kayak, je pense des Parisiens, pas mal. Et puis ensuite, il y a eu Canoë Kayak Magazine. Ouais, les premiers Canoë Kayak Magazine, c'est peut-être 1970. Dans ces eaux-là. Et donc, ce qu'on pouvait voir ou ce qui nous faisait rêver quand on était jeune, bien sûr, c'était des sportifs comme, il y avait les frères Ollery, bien sûr. Il y avait Claude Péchier. Pour moi, l'inspiration, c'était Claude Péchier, Eric Quéclin, des gens comme ça, qu'on ne croisait pas, ou très peu, ou pas du tout, voire pas du tout, et qu'on ne connaissait que par les revues CKM. Voilà, et on s'en inspirait beaucoup parce que chez moi, par exemple, les portes de la maison, je les franchissais en pagayant, ce qui exaspérait ma mère et pensait qu'on avait peut-être mieux à faire que de passer les portes de la maison en pagayant. Voilà. Donc pour la petite histoire, le début du slalom en Bretagne, après les clubs se sont développés. Moi j'ai continué ma carrière, j'ai eu la chance de faire le bataillon de Joinville, où là j'ai appris l'entraînement régulier. En
en 73, 74 et rencontrer des pagayeurs de bon niveau. Ça c'était encore à Joinville à l'époque. C'était le bâtiment de Joinville, il était à Fontainebleau. Ah, il était à Fontainebleau déjà. Ouais. Donc on montait les portes avant chaque séance sous un pont. C'était un ancien pont qui a été reconstruit, après la guerre. C'était un pont qui franchissait je sais pas ce que c'est comme rivière. Je pense que c'est la Seine à Fontainebleau, il me semble, ou la Marne. Je suis pas sûr de moi. Je dirais la Seine. Et donc c'était une rivière où il y avait de la circulation en péniche. Mais nous, sur le côté, on montait nos petites portes et on faisait de la technique sur des portes en eau calme et on faisait surtout ça. Et on bougeait après pendant sur des périodes. Moi, avec l'armée, on a découvert ski de fond, ski de piste, la musculation, la natation de façon régulière parce qu'il y avait un gradé, Daniel Boucheret qui s'occupait de nous et qui s'en occupait beaucoup. Bon, il avait ses qualités, ses défauts, mais au moins il consacrait beaucoup de temps à ces sportifs et ça a été l'occasion de rencontrer des pagayeurs comme Alain Lebas, qui ont été médaillés olympiques après en course en ligne, Gilles Zoc, etc. Jean-Michel Prono, c'était la même génération que moi. Et on a fait l'armée ensemble et on a beaucoup bougé. On a fait du ski, on est parti faire des rivières dans le sud de la France. On a été à Ivrea faire une course internationale. Et cette année-là, donc, on nous a proposé, comme on était disponible, le bataillon de Joinville, et qu'on était une équipe plutôt solide. Il y avait Yves Olry aussi dans l'équipe. Et comme on était assez solide en bateau et disponible surtout, on nous a sélectionnés pour les pré-mondiaux. On nous a dit, on va vous emmener courir les pré-mondiaux à Skopje. Donc je pense qu'on a dû mettre 2 jours et demi ou 3 jours à faire le trajet. En 74, c'est ça. En 74, dans des véhicules qui avaient 3 vitesses ou peut-être 4 vitesses, et HY, des petits VV qui roulaient à 70, quoi. Donc il n'y avait pas tout le réseau autoroutier qu'on a aujourd'hui. On arrivait là-bas en Macédoine pour participer aux premières. Donc c'était pour moi, c'était ma première course inter avec Ivrea. Et ce que j'ai du mal des fois à expliquer, et ce qui me fait du mal, c'est que régulièrement on se faisait battre par les filles, par les Allemandes de l'Est notamment, qui étaient fortes. Donc moi j'avais un petit niveau, et donc j'ai eu la même envie au niveau de la région, parce qu'en fait la région c'était René Trégaro qui a développé toutes les disciplines, ça on peut pas lui reprocher, mais sa discipline c'était quand même la descente. Et s'il a fait la promotion du slalom jusqu'à un certain niveau, moi quand je suis arrivé 4 techniques sur la région, ça a été un de mes objectifs, parce que les meilleurs Français c'était surtout l'Île-de-France, c'est les Parisiens, et le Rhône-Alpes, c'était les meilleurs, et après un peu en décalé. Plus tard, il y a eu les gens des Pyrénées, bien sûr. Mais les premiers, c'était Île-de-France, et puis parce qu'ils bougeaient, parce que ils étaient proches de la fédération, et voilà. Il y avait beaucoup de très bons pagayeurs qui étaient issus de cette région. Et puis le Rhône-Alpes avec l'équipe Péchier et compagnie, quoi. Voilà. Tu disais que tu te faisais battre par les filles au début. Ouais, ça fait plaisir. Il faut quand même le voir pour le croire. Quand je rentrais de compétition internationale, les premières après sont venues les premières sélections type Coupe d'Europe, etc. Et j'avais fait une course où je m'étais fait battre par les filles. Et en plus, j'avais baigné à une manche. Mais baigné, sorti du bateau en République Tchèque à Spindlerhof-Min. J'étais pas je veux dire que ce déplacement m'a marqué beaucoup. Et je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi, quoi. Et je pense qu'on manquait de pratiques déjà compétitives entre nous, même s'il y avait un beau programme de compétition déjà en France, avec les sélectifs de l'ATU, il y avait des sélectifs sur l'Eyrieux, il y avait des sélectifs à Bourg-Saint-Maurice, à Goumois, aux Roches du Diable, etc. Il n'y avait pas de bassin, il n'y avait pas du tout cet équipement de bassin qu'on a aujourd'hui. Donc le contexte était très différent. Mais surtout, je pense qu'on travaillait aussi les méthodes d'entraînement
elles étaient insuffisantes. On travaillait pas assez au chrono, ce qui avait fait la force des Allemands de l'Est. Eux, ils avaient compris ça depuis longtemps, avant 72. Donc nous, en 75-80, on travaillait pas tout à fait assez au chrono. Donc c'est venu un petit peu après. Et les Américains ont emboîté le pas des Allemands de l'Est. En fait, ils ont copié les méthodes d'entraînement des Allemands de l'Est. C'est ce qu'expliquait Pedro. Ils ont fait venir il y a un athlète allemand de l'Est qui est venu et ils se sont inspirés à fond, quoi. C'est possible que ça se passe comme ça. En tout cas, les Américains travaillaient beaucoup pour y avoir été. Donc moi, j'ai fait ma scolarité donc au Krebs de Voiron, où j'ai retrouvé Prono. Krebs de Voiron, près de Grenoble. D'accord. Donc on faisait de la rivière, on était un groupe super dynamique avec entre autres, il y avait Paco Martinez, il y avait Yves Olry, il y avait Jean-Michel Prono, des gens comme ça, donc qui se débrouillaient tous déjà assez bien en bateau, et on côtoyait, il y avait des descendeurs aussi, Luc Verger, des gens comme ça, qui avaient beaucoup d'expérience, et on s'est entraînés ensemble. Et donc moi je me suis formé. En fait, mon rêve professionnel, mon rêve, c'est de faire ce que j'ai fait en fait, c'est-à-dire m'occuper de gens motivés. Donc dans les années 80, j'ai fait 2 séjours, un en Grande-Bretagne pour voir le système qu'ils développaient dans leur pays, comment ils étaient organisés, et j'ai fait la même chose aux États-Unis. Donc je suis allé voir les conditions d'entraînement qu'avait Richard, qu'on n'avait pas particulièrement à envier parce que la petite rivière sur laquelle il s'entraînait, c'était bien pour faire la technique comme nous, on a des petites rivières chez nous en Bretagne, mais c'était pas fou. Après, lui, il bougeait beaucoup. Et puis par contre, ils avaient déjà des centres d'entraînement avec des entraîneurs qui étaient bénévoles. Je suis pas sûr que les entraîneurs étaient des pros. Ils avaient déjà des centres d'entraînement et je suis allé voir aussi ce qui se passait aux États-Unis. Sur Richard, qu'est-ce qu'il demandait si fort? Alors, il avait pas des conditions d'entraînement folles finalement. Je pense qu'il il avait un entraîneur qui s'occupait de lui, qui s'appelait Ken Langford et qui avait déjà des bonnes idées que j'applique toujours. Par exemple, sur l'analyse des parcours, sur sur les changements de direction du bateau, voilà. Après, je vais pas donner tous mes petits secrets. Non, ça va. Et voilà. Après, je suis allé voir ce qui se passait aux États-Unis. Là, c'était très différent parce qu'en fait, l'entraîneur, il prenait tout le monde. Il prenait donc il y avait aussi bien des très bons. Il y avait les John Luke et tout à s'entraîner. Donc moi j'ai séjourné. Quand tu dis l'entraîneur, c'était Bill Endicott? C'était Bill Endicott, ouais. Et donc moi je m'entraînais, j'étais logé chez John Luke Bill et je suivais son entraînement. En fait, j'ai suivi 3 jours et après j'étais naze complet parce que j'avais pas l'habitude de faire 3 fois du bateau par jour. Lui, il faisait séance le matin, une séance le midi, une séance le soir. Donc au début, j'étais poli, j'ai fait les 3 premiers jours. Et après, j'ai dit, je ferai que le matin et le soir, quoi. Parce que lui, il était insatiable. Je pense que physiologiquement, c'était un gars très fort et qui explique qu'il avait fait 2e au championnat du monde en 89, 2e en toute catégorie. Et son objectif, c'était de battre voilà, tu m'embrouilles, là. Parce que tu dis en 89, mais non, pas 89. Pas 89. 89. Savage River. Savage River, il gagne et il fait 2e en kayak. Ah, il fait 2e en kayak? Oui, il fait 2e en kayak. Premier, Richard Fox, 2e, John Lubil, et 3e, c'était un Français en kayak, Gilles Clouseau. Incroyable. Ouais, c'était incroyable, mais l'objectif, c'était quand même de battre les kayaks. Et sa manche, on peut la retrouver assez facilement. Les parcours étaient très très longs, les portes très distantes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc à Savage, il gagne en C1 et il fait 2e en kayak. Oui. Je savais pas ça. T'aurais appris quelque chose. Ah ouais, j'aurais appris quelque chose. Ouais. Voilà, donc ça c'était intéressant de. Donc il était meilleur que toi en kayak. Bon là on va pas s'étendre. Hein. Ouais, je prenais des branlées sur branlées, quoi. Je comprenais pas pourquoi lui il allait plus vite que moi. Ouais, effectivement, il allait déjà très souvent plus vite que moi. Donc voilà, ça c'est. Mais bon,
je me faisais plus battre par les filles à l'époque. Donc il y avait déjà eu un progrès entre 72, 73 et 79. Donc de ces deux voyages là sont nés, enfin le DTN et les entraîneurs comme Eric avaient déjà dans l'idée que les entraîneurs ne soient plus dans un bureau pour organiser la logistique des déplacements, mais d'avoir donc l'idée des centres d'entraînement, c'était un entraîneur, un camion, une remorque, une vidéo et un lieu de stockage des bateaux et on bouge. Donc en fait, les premiers centres d'entraînement, c'était donc il y a eu Rennes, il y a eu Besançon et Toulouse. Alors un tout petit peu en décalé, hein, qui ont été les premiers centres d'entraînement. Donc Besançon, c'était Pierre. Besançon, c'était Pierre. À Toulouse, c'était Yves Ollery qui a démarré et moi à Rennes. Voilà. Donc là, t'arrêtes ta carrière et tu commences. J'ai 83, c'était la fin de ma carrière. C'était après les championnats du monde de Merano. En fait, j'avais envie de faire ce métier et de transmettre aux plus jeunes mon expérience et puis leur donner les moyens de progresser, à la fois par des calendriers sportifs dans la région, mais aussi au niveau national, bien sûr, et puis initier aussi tous les plans d'équipement, parce que on était pauvre en équipement au niveau national. Donc j'avais travaillé avec Maurice Renaud, qui était le président de la commission Salom. J'avais dit ce serait bien qu'on fasse un inventaire des sites, des bassins qu'on a, et puis qu'on voit ce qu'on peut améliorer. Tu allais par exemple à Bourg-Saint-Maurice dans les années 85 ou 88, ben, tu montais les portes, et puis il y avait la course du sélectif national là-bas, et puis le lendemain de la course, les portes étaient démontées. C'était un peu la même chose à Goumois. Donc on n'avait pas de bassin permanent pour pouvoir s'entraîner régulièrement, quoi. Et en eau vive, régulièrement en eau vive. Donc l'idée, ça a été de faire des bassins permanents ou semi-permanents. Donc chez nous, sur la région ici en Bretagne, c'était les Roches du Diable. Après, il y avait un bassin à Pontivy, c'était au-dessus de Rimaison, c'était le Moulin du Roc. Et puis après, on avait des bassins d'eau calme. Et moi, je sais que quand je suis arrivé entraîneur, j'ai remonté, réhabilité Cervon et modifié un peu le radier, etc. pour le rendre plus opérationnel. Les Roches du Diable, ça marchait plus souvent que maintenant quand même ou... Ça marchait un peu plus, mais bon, il y a eu des belles années. Hein. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup d'eau, hein. Tout le temps. Hein. Il y a eu de l'eau pratiquement de mi-novembre jusqu'à mars. Quand on a démonté, quand on démonte des fois, il reste encore largement de l'eau pour s'entraîner correctement. Après, c'est vrai que les régimes pluviaux étaient plus favorables dans le temps que maintenant. Voilà. Mais là, on a eu 2-3 belles années, je crois. Donc, je sais pas, est-ce que ça va continuer ou on va avoir une grosse année de sécheresse? Ça, on sait pas. On peut pas maîtriser. Donc, les bassins artificiels sont devenus une nécessité. Nous, on l'a fait ici au niveau régional avec Christian Huneau, qui est de Lannion, donc en 92, mais avant, donc 90, il avait dans la tête de faire quelque chose à Lannion. En 92, on inaugure. Il y avait c'était le retour des Jeux. Il y avait des gens comme Sylvain Curigné et tout qui sont venus pour l'inauguration du bassin. Sans doute d'autres, mais bon, j'ai en mémoire Sylvain. Et ensuite, on a dit, on va essayer de faire un bassin par département. Donc il y a eu Le Christ et Cesson en 2000. On a inauguré, mais c'était vraiment une très forte volonté des élus du kayak, quoi, du président de ligue et puis de l'équipe, des cadres techniques, etc. C'était l'objectif, c'était de créer des équipements. Il y a eu des bassins de moindre difficulté ou qui ont été un peu moins suivis. C'était Saint-Brieuc qui était intéressant. Et puis Mur de Bretagne, et puis d'autres, hein. Il y a eu Auray, il y avait des petits bassins. En fait, on s'aperçoit aussi que partout où on met des petits bassins, même l'image de la Harel à Montfort, c'est des petits bassins écoles, mais c'est là où t'apprends à... Souvent, il y a le petit bassin, et à côté, il y a une grosse veine d'eau. Quand il y a une crue, on apprend les anses aussi sur des sites plus compliqués, sur des veines d'eau plus compliquées. Voilà.
Je reviens Donc, juste, t'es passé rapidement sur ta carrière, t'as quand même eu des médailles en championnat du monde. ouais, il y a eu 77, une médaille d'or en équipe avec Christian Frossard et Bernard Renault. Voilà. On s'y attendait pas beaucoup parce que je sais pas, en individuel, je faisais peut-être 45e, mais bon. Après, on s'est bien repris. En équipe, on fait pas de touche. La touche à l'époque, c'était 10 points. Donc, 10 je secondes crois la que touche. 10 secondes la touche. Donc, c'est pas les petites touches de maintenant à 2. Voilà, c'est que dalle. Alors qu'avec 10, bah, tu perdais bien sûr des places. Et de mémoire, mais peut-être je me trompe, on n'avait qu'une touche. Mais bon, tous les autres faisaient 30, 40, 50. Donc à l'issue de la première manche, on s'est dit, ben peut-être on va rester champion du monde. Et comme c'était la meilleure des deux manches qui comptait, en fait, on a gagné les championnats du monde. Donc c'était à l'issue, donc ça c'était 77, c'était 2 ans après le championnat du monde que les Français n'avaient pas couru en 75 À Skopje. à Skopje parce qu'ils avaient été punis parce que voilà, les athlètes de la descente n'étaient pas montés sur le podium. Donc en fait la fédération n'a pas pu prendre part comme c'était un incident diplomatique fort, n'a pas pu prendre le départ des championnats du monde de slalom. Les descendeurs étaient pas sur le podium parce que une histoire de disqualification. Oui, une histoire de disqualification en course par équipe, où le troisième bateau a dû dépasser le premier 20 mètres après la ligne de départ. Mais bon, ceci dit, je dis n'importe quoi, 8 secondes devant la deuxième équipe. Donc peu importe, la règle n'était pas très claire et il y a eu disqualification. Donc les descendeurs appelés sur le podium qui étaient télévisés ne sont pas montés sur le podium, donc ça l'a foutu mal, quoi. Donc les Français, les slalomeurs, bah, ils ont rechargé la remorque et ils sont rentrés à la maison. T'imagines Cédric Joly, on lui dit, bah en fait non, tu cours pas demain, on rentre à la maison les descendeurs et on se fait les 3000 bornes retour fin fond de la Macédoine. Je pense que il y en avait quelques-uns qui étaient de mauvaise humeur. Mais à l'époque... mais toi, tu y étais pas. Non, moi j'y étais pas. J'avais été aux pré-mondiaux, mais pas aux mondiaux. Voilà. Après 77, j'ai fait 81. J'ai fait Bala, ouais. 79, je fais, je sais plus, dans les 10 premiers peut-être du championnat du monde. J'étais pas très bon. La rivière était grosse, c'était volumineux, vraiment. C'était où, 79? C'était Jonquière, au Canada. Donc c'était un beau championnat du monde. Entre les années, là, il y avait les Coupes d'Europe. Alors j'avais fait deuxième à la Coupe d'Europe en 80, derrière Richard. Voilà. Donc là, tu commençais à être. Ouais, je commençais à être pas mal. Et puis à Bala, je fais troisième. Et à Merano, 83, je fais dans les 10 premiers, mais je fais une touche. Du coup, je monte pas sur le podium. Si j'avais pas fait la touche, tu connais ça, si j'avais pas fait la touche, j'aurais été sélectionné. Et là, si j'avais pas fait la touche, j'aurais été sur le podium, mais j'aurais refait une troisième place. Du coup, c'est bon. Bon, en fait, voilà, j'avais donné, j'avais eu beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai pas fait une carrière sportive très longue. J'avais surtout, moi, j'aimais beaucoup retransmettre, que ce soit dans mon club, au niveau de la région, des stages régionaux, etc. Tu faisais déjà ça pendant que tu étais athlète? Ouais, je faisais déjà ça. Trop, à mon avis, j'aurais dû m'occuper un peu plus de moi si j'avais voulu vraiment percer. Mais bon, j'avais aussi la passion de la pédagogie et j'avais ce centre d'entraînement que je sentais bien et j'avais envie d'y travailler. Donc ça a été une transition facile, c'est-à-dire ma fin de carrière n'a pas été compliquée et je me suis fait plaisir à attaquer ce nouveau défi là d'entraîner avec en préoccupation aussi les relations avec l'ensemble des cadres des clubs comme Montreuil-sur-Mer par exemple, qui avait des jeunes qui se débrouillaient très bien, Oyonnax avec Paco et puis d'autres sites formateurs qui voilà. J'aimais bien lier aussi des relations de confiance avec des structures d'entraînement qui étaient les clubs à l'époque
et pour développer le slalom et développer la performance. Donc ça fonctionnait comment la vie en pôle quand tu créais le centre d'entraînement à Rennes? On a créé le centre d'entraînement, on est parti beaucoup de locaux. En fait, il y avait des gens comme Papia, Anne Boixel, Christophe, et puis ça a attiré rapidement d'autres comme Jean-Michel Régnier, Gilles Clouzot, et puis après il y a eu d'autres des grands qui sont venus comme Hervé Delamarre, des gens comme ça. Donc Thierry Saïdi, qui s'entraînait aussi à Rennes. Donc il n'y avait pas de sélection, il n'y avait pas ou peu de sélection. C'était surtout la motivation des sportifs qui étaient prise en compte, plus que des résultats de tests, etc. On n'avait pas tout ça. Voilà. Et ça rayonnait beaucoup dans la région, mais on faisait aussi des regroupements interrégionaux pour permettre aux régions qui n'avaient pas la chance d'avoir un centre d'entraînement ou d'avoir déjà des bons sportifs, de créer une synergie entre les régions. Et les Pays de Loire, par exemple, qui ont toujours eu des sportifs qui se débrouillent pas mal, toujours. Et puis Poitou-Charentes, c'était la même interrégion. Donc on a pas mal bossé ensemble, et la région centre aussi. Voilà. Et il y a eu, parallèlement à ça, c'était aussi le développement des structures artificielles. Il y a eu construction du bassin d'Épinal, des bassins de Saint-Pierre-de-Bœuf, Sobrena. Tout ça, c'est quelle année à peu près? Je dirais 80, peut-être 90, ou un peu après, 90, 88. Épinal, c'est 88. Donc c'était dans ces eaux-là, quoi. Donc il y a eu beaucoup de construction d'équipements, ce qui a changé la donne et qui a permis une explosion, je pense, du slalom en France. Je pense qu'on est gâté, on n'est pas conscient de la chance qu'on a, d'une part, d'avoir des cadres techniques pour amener les jeunes vers la compétition, et puis les équipements qu'on a, même s'ils sont pas parfaits, on n'est pas à plaindre, quoi. On n'est vraiment pas à plaindre. On a beaucoup d'équipements et beaucoup de chance d'avoir. Quand je dis les cadres techniques, ça englobe aussi les cadres techniques des clubs et les cadres techniques des structures comme les pôles espoirs, etc. Oui, c'est pas juste CTR, c'est tous les encadrants, en fait. C'est tous les encadrants. Alors les CTR ont été une courroie à un moment donné on a fait les stages interrégionaux, etc. Mais maintenant c'est encore plus développé. On voit bien qu'il y a des nouveaux foyers de performance comme l'Est qui étaient qui ont été bons, mais à travers peut-être un club ou deux, et maintenant qui avec les structures comme le pôle espoir qui se développe, c'est intéressant de voir que c'est beaucoup plus universel sur le territoire. Voilà. Idem, Pau, le site de Pau qui est une forte, qui entraîne une forte attraction. Puis maintenant, Vers-sur-Marne, il y a un nouveau projet d'équipement à Cesson. Je pense que, voilà, on a des belles années devant nous. En tout cas, c'est ni les moyens matériels par les bassins, ni les moyens humains qui sont un frein aujourd'hui. Je pense que la structuration qui a été mise en place sera certainement génératrice de performance et de sortir des champions. Après, voilà, même si les résultats des Jeux cette année sont pas bons, je pense qu'il y a eu des très beaux résultats, par exemple chez les juniors, les moins de 23. Et bon, il y a peut-être un petit creux. Les Allemands avaient pas de médaille en 2016. Là, ils en ramènent, je sais plus, 3 ou 4. 4, ouais. 4. Donc, peut-être nous, ça une gifle qui nous fera pas de mal et qui nous fera réagir pour Paris 2024. En fait, je le souhaite vraiment. Je reviens à, du coup, quand tu débarques tu débarques à Rennes. T'étais déjà à Rennes, mais que tu prends en main la structure. Ça a été facile de passer du jour au lendemain à entraîner. Du coup, t'as entraîné par exemple ton frère, Christophe. Ouais. Ça s'est passé facilement. Oui, je pense que on avait déjà un historique de fonctionnement local, soit de clubs, soit de régions, soit d'universitaires qui venaient à Rennes, qui fait que la transition elle a été simple. En fait, ça a juste officialisé
quelque chose qui se faisait déjà sans avoir forcément la casquette d'entraîneur ou d'entraîneur national. Je pense que le vivier, il y avait un vivier de sportifs qui était là, qui était soit il y a eu l'arrivée par exemple de gens comme Nicolas Lefriec, Jean-Pierre Lelanne, etc. Et de même de jeunes descendeurs qui s'entraînaient avec nous. Même si le DTN voyait pas ça d'un très bon œil, c'était des centres très spécialisés. Il fallait surtout pas permettre à un descendeur ou un course en ligne de naviguer ou de s'entraîner avec nous. Mais bon, moi je faisais très bien les choses en cachette. Voilà, parce que ça apportait un plus d'avoir des jeunes motivés et voilà, de les savoir ensemble en musculation. Et à l'époque, on faisait encore beaucoup de bateaux de descente, par exemple, ce qu'on a perdu pas mal aujourd'hui. Donc, la transition pour moi, elle a été simple. Elle a été simple. Je faisais de mon métier ce que je faisais avant, un peu bénévolement, et puis en tant qu'athlète, en essayant d'amener du monde à naviguer avec moi. Donc voilà, en s'appuyant sur les bassins locaux. À l'époque, c'était un bassin d'eau calme à Plaine de Beau, Servon-sur-Vilaine, qui est quand même un petit bassin avec des fois un petit niveau d'eau intéressant. Et puis après, c'était l'utilisation des bassins de la région, comme les Roches du Diable. Et puis après, il fallait aller un peu plus loin, là-dessus. Après, on a utilisé pas mal des sites comme Sablé, Condé-sur-Vire, etc. Même si c'est des petits bassins, pendant la période hivernale, on bougeait moins qu'aujourd'hui et on utilisait ces sites. Puisque tu parles de bouger en période hivernale, c'est venu quand? Est-ce que vous avez fait déjà les Rennais, le déplacement au Costa Rica par exemple? Vous avez suivi un peu ce que faisaient les Américains ou c'est venu beaucoup plus tard? On a fait les premiers séjours à l'étranger, c'était peut-être 84, les États-Unis. On est parti là-bas courir les courses panaméricaines, 84, 86. Donc en 84, moi j'ai dit c'est super, faut amener d'autres jeunes français pour découvrir la pratique. Au mois d'août, il y a pas de compète en France. Donc après les championnats de France, on est libre, on peut aller donc on a été aux États-Unis ces 2 années-là. Et puis après, moi j'ai commencé aussi à emmener du monde à Prague. La première année, je crois que c'était 83 ou 84, et avec toute une équipe de jeunes. Donc il y avait les jeunes du centre d'entraînement, et puis il y avait des jeunes qui demandaient, ou des parents ou des dirigeants de club qui disaient Jean-Yves, t'aurais pas une place? Et puis on essayait de faire plaisir à tout le monde. Donc là, ça fait 40 ans que tu fais des tournées de l'Est. À peu près, ouais, c'est pas nouveau. Alors après, bien sûr, on a eu des interrogations par les autres régions, d'autres collègues qui ont dit mais c'est bien d'aller là-bas. Je dis ouais, si j'y vais, c'est que c'est intéressant. Alors, le bassin de Prague était plus artisanal, c'était des chaînes, des pneus, mais il y avait toujours une course. On vidait les fûts de bière le soir, la veille de la course, et voilà, c'était. Ça a pas tant changé. Ça a pas tant changé, mais c'était déjà des belles. Il y avait déjà des belles courses. Puis après, c'est développé tous les circuits type Teen Cup, etc. Que tu as vécu toi en tant que sportif et qui ont permis de donner le goût de la compétition et le plaisir d'être sur l'eau en été. Je pense que ça n'a pas de prix, quoi. Et il y a quelque chose aussi qu'on a créé chez nous, c'était l'accueil de courses internationales. Ça a démarré autour des années 90 peut-être. Il y a eu les Jeux olympiques, mais il y avait aussi d'autres. On a fait des courses internationales aux Roches du Diable en accueillant, en croisant les doigts pendant les 3 mois qui précédaient pour qu'il y ait de l'eau. Il n'y avait pas toujours de l'eau, mais on a accueilli les Italiens, les Anglais, bien sûr, les Allemands, etc., qui ont tous le souvenir d'être venus en Bretagne. Moi, je pensais que c'était intéressant pour nos jeunes de faire des compètes en faisant venir des étrangers. Et en plus, ça faisait découvrir nos sites de pratique. Donc les Tchèques, je leur disais, mais vous savez, en Bretagne, il fait doux. Et puis parfois, ils venaient, il faisait -6. C'était la semaine la plus froide de l'année. Voilà, c'est comme quand on descend maintenant à Pau, on nous dit, vous nous amenez la pluie. Voilà, c'est de bonne guerre, mais bon,
On a attiré et on a créé beaucoup d'activités sur la région en accueillant des étrangers qui s'en souviennent encore, hein, qui en parlent. Oui, c'est vrai que j'ai croisé régulièrement des Tchèques qui se souviennent d'être allés Ah oui. aux Roches du Diable. Et dans les Tchèques, il y avait Iko, Ilgert et Kostalova, Iko, la société Iko. Il y avait Gala, il y avait le patron de Gala, il était là, gamin. Galuska. Il dormait aux Roches du Diable chez Prima, on avait un gîte. Voilà, c'était une belle époque, bien sympa, et moi je suis content. Quand je recroise ces gens-là, on a des bons souvenirs et des bons souvenirs de soirée ensemble. Dans le froid des roches. Du coup, en parallèle du pôle, tu deviens entraîneur national. Tu suis une Je catégorie. m'occupais des kayaks. Donc à l'époque, c'était catégoriel, donc c'est les kayaks-hommes. Donc j'avais une bonne équipe de caractériels, là, fallait être assez solide. J'avais un public assez intercatégorie au centre d'entraînement. Ça s'appelait les centres d'entraînement fédéraux. Et après, j'ai donc mes compères concurrents de l'année 83. Ben en 84, c'était moi qui entraînais. Donc j'avais deux niveaux d'entraînement. J'avais le niveau des grands, les élites, on va dire entre guillemets, et puis les espoirs internationaux. Donc c'était, comme tu dirais aujourd'hui, ben, les seniors, élites. Ça c'était un niveau. Et puis je faisais des stages avec les espoirs internationaux qui correspondent au niveau relève et quelques espoirs sélectionnés en plus. On avait la main sur tout. Hein, moi, j'avais la vision de la catégorie complète et on autorisait aussi la montée aux courses, course N1 ou course élite à l'époque. C'était sur une demande et sur des résultats. Donc, quand un gamin avait bien réussi ses championnats de France, ben, il venait voir le responsable de catégorie. Il n'y a pas besoin de faire une réunion pour décider si on allait le laisser courir en N1. Mais quand moi je disais lui et lui, on prend, s'il fallait prendre Sylvain Curigné et puis ou Fabien Lefebvre, les entraîneurs ils disaient bon ok, de toute façon c'est toi le responsable des kayaks, donc tu choisis. Ah oui, il y avait vraiment une grosse marge de manœuvre à l'époque. Il y avait une grosse marge de manœuvre. Et ceux qui étaient un peu derrière ou qu'on voyait pas forcément dans la division élite, eh ben ils continuaient à courir dans l'équivalent c'était les National 2, c'était les sélectifs nationaux. Voilà, puis là on les retrouvait aux courses de sélection. Les championnats du monde junior sont arrivés tard, hein, 90. Donc moi j'étais déjà entraîneur depuis 83, 84, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est arrivé tard. C'est arrivé quelques années après. Donc les choses se sont beaucoup structurées ensuite, hein, parce que on est passé au grand pôle. Rennes est resté dans la course, mais il y a eu des sites comme Besançon qui ont fermé. Et Besançon a fermé en quelle année? Je saurais pas te dire en fait. Parce que Pedro part en 88 à Montpellier, c'est ça? Ouais. 98 à Montpellier. Oui, bah c'était à peu près ça, je pense, je dirais. Ouais, le pôle a fermé dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Donc il y a eu toute une refonte et là il fallait faire des pôles. C'est quand Antoine Gocci est arrivé, il a dit vous proposez, on va faire un. Lui il arrive en 98 à ce moment-là. Voilà, il dit bah vous faites un projet et on regarde, on analyse votre projet pour savoir si on vous retient. Il faut faire il faut avoir un site pour accueillir le slalom, la descente, la course en ligne. Et donc nous on a postulé et parce qu'on a toujours pareil les pôles espoirs à l'origine chez nous ici en Bretagne il y avait 3 pôles espoirs. Il y avait Pontivy, Saint-Grégoire et Lannion. On avait un en course en ligne, un en slalom et un en descente. Descente Saint-Grégoire, Pontivy course en ligne et Lannion slalom. Et donc on nous a dit bah oui ok mais maintenant il va falloir faire un gros pôle France et fusionner les 3 pôles espoirs. Sur Rennes. Sur Rennes. Donc moi je suis allé en face de moi à Lannion pour fermer le pôle espoir, devant Christian Hinault qui était adjoint au sport de la ville de Lannion et en même temps président de la Fédé.
Et donc, il dit, ouais, bah, c'est sympa. J'ai dit, ouais, mais c'est toi qui as demandé, quand même. C'est la commande, elle vient de la fédération. Donc, il n'était pas très content, mais parallèlement à ça, on a créé les centres d'entraînement labellisés, là, les clés. Donc, chaque département a pu s'en sortir correctement en remplaçant la structure espoir par une structure départementale qui a très bien fait l'affaire. Donc pour ceux qui connaissent pas les clés, c'est des structures qui sont financées par le département. Ouais, qui était financé un peu par l'État et un peu par les départements, mais plus ou moins selon les départements. Je pense qu'il y a eu des départements très généreux, comme les Côtes-d'Armor, qui ont toujours une grosse politique sportive, assez bien soutenue, je pense, côté Finistère, correctement soutenue dans le 56 et pas du tout soutenue, en tout cas par le département, dans le 35. Donc dans le 35, on s'est débrouillé un petit peu par nous-mêmes, on va dire. Et ça permettait aux athlètes qui veulent s'entraîner au quotidien, à l'image de ce qui se passe par exemple à Aubenas ou à Angoulême, où qui a aussi un centre d'entraînement comme ça, de faire le travail euh, pour les qui ça permet aux jeunes des clubs qui n'ont pas une activité quotidienne de vivre un entraînement quotidien et de se former à la compétition et à la réussite sportive en s'entraînant au quotidien. C'est une transition avec le pôle espoir. C'est une transition avec le pôle espoir, ça donne déjà des habitudes d'entraînement. Et bon, ils sont un peu fragilisés parce que l'État a retiré ses financements aujourd'hui. Donc on en aura peut-être par l'Agence nationale du sport. En tout cas, je pense que c'est une bonne solution pour ne pas fragiliser. Alors les structures en elles-mêmes, qu'elles soient fragilisées, c'est pas très grave en soi, mais ça fragilise surtout l'accès au sport de haut niveau des petits clubs. Donc si on veut que les jeunes soient issus d'un seul club, ben on continue comme on fait là, et puis on verra ce qui se passe dans 10 ans. S'il suffit d'avoir 3 ou 4 clubs en France pour faire l'élite, ben c'est bien. En tout cas, moi j'ai pas du tout travaillé comme ça. Ça n'a pas été ma stratégie. Si c'est l'avenir, je pense que les gens qui s'en occupent, je pense que, je sais pas, pour moi, les Nico Gestin, Cédric Joly, Paul Houlaine, etc. Donc, moi, je connais très bien la région ou l'interrégion. Je dis, ils viennent d'abord de leur club, ils sont formés dans leur club. Après, ils vont en structure centre d'entraînement départemental, puis en pôle espoir, puis en pôle France. Et après, on les retrouve sur les podiums aux mondiaux. Voilà, je trouvais que c'est une belle architecture. Elle est pas, c'est pas très fluide, quoi. Je trouve qu'on nous demande aujourd'hui beaucoup pour répondre à à des critères. On complexifie administrativement, alors que je pense qu'avec l'énergie qu'il y a, et je pense on peut continuer comme c'est actuellement. Je reviens sur ta période entraîneur national, parce que tu as quand même été entraîneur national pendant quasiment 20 ans, 83 jusqu'à 2000. Donc tu coaches les Kayacom. Les premiers championnats du monde que tu coaches, c'est quoi? C'est 85? 85, c'était Augsbourg. Je mets pas beaucoup ce bassin, comme ça, personnellement, hein, en tant que pratiquant. Après, bah, les athlètes, ça n'a pas été il y a eu une médaille en équipe, en kayak. Peut-être médaille d'argent. Je dirais médaille d'argent. Donc C'était qui les athlètes? Bien. Si tu commences à me poser des questions comme ça va être un peu compliqué. Mais je pense qu'il y avait Christophe Prigent, il y avait Pascal Marino et il y avait un des frangins Brissot, je dirais Manuel Brissot. Voilà. Et donc c'était des bonnes individualités, mais bon, voilà, ils ont fait 85, on les a retrouvés en 87, 89. 87 il y a eu Bourg. l'arrivée, ouais, 87 Bourg. Et 89, bah, pour moi, ça a été la première, pour moi. C'est pas moi, parce qu'en fait, l'entraîneur, il peut accompagner les athlètes et leur permettre de réussir. Mais la première médaille des Kayacom, c'est après celle que j'avais faite en 81, c'était 89 avec Gilles Clouseau qui fait deuxième en Kayacom derrière Richard Fox. Donc ça, c'était En 89? 89 à Savage River. Et c'est Luck Bill qui fait 3. Bah non, il fait 2.
en fait. Et... J'étais derrière, donc Gilles Clouseau est deuxième kayakome derrière Fox. Voilà. Et je sais pas qui était troisième, je dirais un Slovène. Il y avait déjà les Slovènes, on avait déjà les Slovènes dans les pattes. Voilà. Et puis bon, après j'ai continué, 91. Après je me suis orienté plus parce que c'était peut-être mieux, ça correspondait mieux à mes aspirations sur la formation du groupe Relève, du groupe Espoirs Internationaux. Pas seulement en kayak, mais dans l'ensemble des disciplines. En fait, j'ai entraîné les grands 91, 93, j'avais plus en charge de une catégorie d'embarcation. J'avais arrêté. 93. T'as accompagné 95, des athlètes à CO en 92? Plutôt, non. En fait, j'avais pas d'athlètes. En fait, on est passé d'un système catégoriel à un système affinitaire. Pour les Jeux 92 spécifiquement. Pour les Jeux de 92. Et donc, en fait, les athlètes dont j'avais la charge se sont pas sélectionnés. Donc, peut-être de ma faute ou de la leur. En tout cas, c'était un peu les deux. Et pourtant, on avait bien bossé. Donc ça, j'ai eu du mal, bien sûr. C'était même pas 10 ans après c'était quand même 10 ans après le début de mes interventions auprès des athlètes. Et là, je me suis dit peut-être qu'il faut que je reste avec des niveaux un peu inférieurs, que je laisse le soin de former la super élite et les champions et faire ce que faisait très bien, par exemple, Pierre Salamé. Il fallait que peut-être je laisse d'autres personnes faire plutôt que de moi continuer. Peut-être si j'avais continué, ça aurait très bien marché. Mais bon, moi j'étais très content de voir Sylvain Curigné, même si c'est pas moi qui m'en occupais directement. On faisait quand même chaque année un stage catégoriel, et Sylvain c'était un très bon élément. Et on savait qu'il était capable d'aller chercher une médaille au jeu, ce qu'il a très bien fait. Il s'entraînait avec Pierre à Besançon, et il voyait bien le groupe kayak ici à Rennes. On avait Gilles, on avait Jean-Michel, il y avait d'autres jeunes qui étaient là, qui étaient bons, et je pense qu'ils regardaient en se disant c'est eux qui vont aller au jeu. Et en fait non. Et il y avait 3 bateaux au jeu en 92. Il y avait Vincent Fondeviol et puis Laurent Brissot, qui était à Toulouse. Et Laurent Brissot, peut-être il était un peu à coquiner avec Besançon ou individuel, je suis pas capable de dire. Voilà. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut dire c'est bien, j'ai apporté ma contribution, j'ai créé une certaine dynamique en kayak, on a des bons bateaux, mais il y a un moment, alors au choix des athlètes, j'ai eu des bons bateaux, j'avais des bateaux intéressants, mais ils sont pas passés. Donc tu vas au jeu, j'étais content d'être au jeu pour apporter ma contribution. Il y avait plein de choses à faire. Il y avait plein de choses à faire. Dans l'équipe de soutien? Il y avait pas de service vidéo, il y avait pas de, tu vois. Et donc j'étais là-bas plus pour ça. Et je connaissais malgré tout les athlètes, et puis je développais de belles relations avec eux. Je pense que la médaille de Sylvain est sans doute une des médailles qui m'a le plus marqué, parce que c'était un kayakome, et puis parce que je le connaissais, parce qu'il venait du centre de formation d'Oyonnax avec Paco, et on avait fait des stages ensemble, donc je connaissais ce jeune depuis longtemps, et c'est vrai que son résultat était marquant. En tout cas, gagner une médaille au jeu en kayakome 92, c'était quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Des fois, je me réveillais la nuit là, puis je me disais, il l'a fait, ce con là. C'était super quoi. C'était vraiment un grand moment, la médaille de Sylvain. Bon après, c'est vrai que je suis un peu plus porté sur les kayakom parce que c'était ma catégorie. Voilà. Donc après ça, tu bascules sur. Je m'occupe plutôt des jeunes que je voyais donc passer, où j'ai eu la chance de voir pas mal de sportifs, des très bons, des Tony et compagnie, qui passaient à vitesse éclair dans les collectifs jeunes pour rejoindre rapidement le collectif élite. Et donc c'était d'entraîner sur des stages. Donc moi j'aimais bien les emmener sur des sites comme Augsbourg,
Prague, les bassins qui étaient traditionnellement des sites de Coupe du Monde. Et donc après, dès qu'ils passaient seniors, ils avaient déjà vécu sur les bassins. Donc j'ai pris l'exemple de ces deux bassins parce que voilà, ils me viennent en tête, mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y avait CO bien sûr, etc. Donc j'emmenais les jeunes jusqu'à 2000 ou un petit peu avant 2000, 99, 2000. Et un jour le DTN m'a dit bon, Jean-Yves, c'est bien ce que tu fais, mais tu vas continuer encore longtemps. Alors je lui dis bah je sais pas là j'ai l'impression que t'es en train de me virer, non? Et donc effectivement c'est ce qui s'est produit. Il m'a viré, même si on peut pas dire ça comme ça, mais ça faisait 17 ans que j'entraînais, j'avais été athlète de haut niveau, j'entraînais, j'avais encore la passion, mais il disait tu sais, on s'aperçoit dans toutes les fédérations que les équipes il faut qu'elles se renouvellent, faut laisser sa place à d'autres, il y a des jeunes qui ont de l'énergie. Bon, j'ai dit ok, je crois avoir compris le message. Et donc je suis parti. Il m'a dit bah il faut que tu trouves un poste. Donc je suis allé. C'était à toi de trouver ton poste. C'était à moi de trouver mon poste. À l'époque il y avait des postes. Il pouvait y avoir des postes intéressants. Donc je pense que déjà bon il y avait dans le même wagon que moi il y avait Jean-Michel Prono qui a été beaucoup plus malin que moi et ce qui l'a amené là où il est. Et puis Pierre Salamé. Donc Pierre a trouvé. Ah, vous êtes fait écarter tous les trois. Enfin, ouais, en même temps. Voilà. Et puis moi, j'avais trouvé un poste à la formation, à la DR de Rennes. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre là-dedans? Mais 2 ou 3 mois après, le DTN, le nouveau DTN, pas celui qui m'a viré. Je dis viré pour rigoler parce que je l'ai pas pris comme ça. J'ai dit, bah, c'est bien de passer la main. Il y a d'autres jeunes qui ont de l'énergie, c'est le moment. Et donc à l'époque, il y avait plus de postes que ce qu'il y a aujourd'hui, plus de mouvements. Mais on recrutait uniquement des profs de sport. Et donc le DTN m'a proposé pour le dépanner, de revenir en Bretagne comme CTR. Donc moi j'étais fou de joie parce que c'était un métier que j'adorais. Moi je voulais travailler pour la fédération. C'était quand même une passion du canoë-kayak. Donc il m'a dit tu t'occuperas un peu plus de la mer, d'autres disciplines. Donc au début j'ai fait ce travail. Hein. J'accompagnais pas mal les descendeurs aux pistes de descente. J'assistais à des stages d'Ocean Racing. Je suivais les compètes d'Ocean Racing. Je m'occupais du calendrier de la région. Et puis donc j'ai continué à m'occuper de jeunes salomeurs dont tu as fait partie, et soit auprès du clé, soit auprès des stages région, etc. J'étais pas trop impliqué dans le pôle espoir à l'époque. Donc c'était plutôt toute l'animation régionale et construction d'un groupe de pagayeurs en continuant à faire ce qu'on faisait simplement avant, c'est-à-dire des tournées de l'Est et puis des stages catégoriels où il y a une transmission forte entre les meilleurs. Si j'avais la chance d'avoir, je prends un exemple, Ederne en C1, et ben d'aller jusqu'au petit C1 du club de Pluméliau, qui avait la chance d'avoir peut-être sur l'eau en même temps que lui des bateaux plus performants. Et je pense que ça m'a toujours animé, et si j'ai l'occasion, à chaque fois que j'ai l'occasion de faire naviguer des champions avec des plus jeunes, c'est quand même ça qui alimente le rêve des gamins et qui leur donne envie d'être bons. Moi, c'était mon idole en fait en bateau, c'était Claude Péchier. Quand je le voyais pagayer, mais le problème c'est tu vois, j'étais pas beaucoup sur le bord des bassins quand il était très bon parce que j'étais un peu jeune. Et puis il y avait pas toutes les images et vidéos, il y avait le film des championnats du monde de 69. Et moi, j'adorais voir Claude naviguer. C'est un des pagayeurs qui m'a inspiré. Après, il y a eu les étrangers. Et puis Eric Quéclin, qui a participé aussi à toute la structuration du groupe Salom. Voilà. Tu as repris finalement des missions que tu as repris des missions finalement que tu avais déjà faites
Avant, avant? bien sûr. Moi, il n'y a pas eu d'interruption. Et puis là, je suis à la retraite depuis novembre 2017. J'ai voulu continuer un petit peu. Puis je me suis rendu compte que c'était incompatible d'être à la fois impliqué un peu ou un peu beaucoup ou un peu trop dans un pôle espoir et être à la retraite et bénévole en même temps. C'était un peu compliqué. Donc j'ai gardé cette seule mission. En fait, je l'ai gardée auprès du centre d'entraînement départemental du 35 et puis des universitaires qui sont pas tout à fait du niveau pour intégrer le pôle France ou qui étaient en pôle France et qui n'y sont plus. Donc s'occuper de gens qui gardent de la motivation, beaucoup, parce qu'il y a des gens qui sont très motivés, mais qui n'ont pas fait les minima ou les performances pour être accueillis en structure. On a beaucoup de pagayeurs en France qui ont beaucoup de motivation, mais en fait, on n'a pas beaucoup d'attention pour eux. Et je pense que c'est cette attention, cette bienveillance que tu peux avoir à l'égard de ces athlètes qui fait que leur moteur ne va pas s'éteindre. Qui fait toute la densité en France, quoi. Bah, qui fait la densité en France. Parce qu'on voit bien, il y a des pôles développement, il y a des sections universitaires, etc. Mais je pense qu'il faut s'occuper, tous les gens qui ont envie de faire du sport et d'aller au plus haut niveau, d'aller au meilleur niveau de ce qu'ils sont capables de faire. Il y en a certains, on sait bien qu'ils seront jamais champions du monde ou champions olympiques, mais en tout cas, ils participent à la vie de l'activité, que ce soit le slalom, la course en ligne, la descente, le polo. J'aime bien m'occuper des jeunes poloistes. Hein. J'ai eu la chance d'avoir Camin, de les initier à s'entraîner sur le centre d'entraînement du département 35, ou comment Jérémy Escafre, ou des jeunes, Claire Moelle, bien sûr, que j'ai eu la chance d'avoir et puis qui ont fait des résultats intéressants. Et moi, je suis pas du tout spécialiste polo. Et puis le polo, c'est pas mon activité. J'ai pas de prétention d'encadrement en polo, mais de les préparer physiquement, des gens qui sont motivés et qui ont la banane et le plaisir d'être sur l'eau pour faire du slalom parce que ça leur apporte beaucoup pour faire du polo. C'est du plaisir. Moi, j'aime bien ça. Donc après 2017, donc 18, 19, 20, 21, ça fait 4 ans que j'exerce, mais bénévolement uniquement, c'est-à-dire j'ai pas de rétribution, j'ai pas de voilà, et je m'occupe de jeunes qui ont envie, qui sont pas forcément dans les collectifs de pôle, etc. Et je reste motivé pour ces gens-là. Tu fais toujours des tournées de l'Est. Et je fais toujours des tournées de l'Est, mais bon là j'avais plus à la limite des athlètes qui viennent pas forcément de la région ici, ça peut être des extérieurs, et ça change pas grand-chose. En fait, je suis pas tellement raciste. Voilà. Bon, il est 5 heures, il faut qu'on y aille, Cédric. Ça sera le mot de la fin, alors. Non, je sais pas si t'as d'autres questions à me poser. Moi, j'ai entendu pas mal de choses. Horrible. Passionnantes. Tu parlais quand même beaucoup de verticalité. C'était un truc que moi j'ai eu la chance de faire avec toi, des stages verticaux où on avait affaire à des Jonathan Marc et Dan Laurier qui étaient des grands pour nous à l'époque. Ça se faisait aussi au niveau national Complètement. En fait, on a recopié bêtement ou très intelligemment ce qui se faisait au niveau national. C'est-à-dire qu'au niveau national, il y avait les stages verticaux et on les a transposés au niveau de la région en se disant on va faire naviguer des grands, des athlètes qui sont listés en équipe de France et on va les faire naviguer avec des plus jeunes, avec des jeunes espoirs. De toute façon, moi je suis persuadé d'une chose, c'est comme ça que ça marche. Je crois pas du tout aux théories ou à la concentration des moyens sur. Je pense qu'à un moment c'est utile, mais je trouve que c'est pas suffisant pour faire la réussite. C'est aussi en faisant cette verticalité. Je ne crois pas qu'en se concentrant sur un ou deux athlètes très bons, c'est comme ça qu'on aura. Alors c'est très bien pour eux, mais bon pour ceux qui sont derrière, c'est compliqué. Moi, je regrette que certains athlètes n'aient pas la chance de s'entraîner avec les meilleurs. Je donnerai pas d'exemple. C'est pas la peine. Mais je trouve que et en plus, je suis persuadé d'une autre chose.
c'est que la confrontation avec des éléments qui sont peut-être un peu moins forts aujourd'hui, on permettrait peut-être de les battre au bout du compte, mais donnerait de meilleurs résultats. Et ça, si tu écoutes tous les vieux, type Roisin, Salamé, Prono et compagnie, ils le disent. Alors ils disent ouais, mais vous, ça c'était l'ancien temps, peut-être. Mais je reste persuadé que certains bateaux gagneraient à se mettre un peu plus en compétition avec les autres. Après, après, il y a une chose qui est, moi, entraîneur, j'ai pas la science infuse. Je ne décrète pas que je sais la vérité. Parce qu'il y a des exemples de sportifs qui ont très bien réussi cette année, par exemple. Je pense à Boris, qui est assez isolé, en fait, qui travaille pas beaucoup avec les petits. Mais je me demande s'il serait pas encore plus fort. Il aurait peut-être été 10 secondes devant. Non, je rigole. Non. Je suis très content que certains grands la réussissent et qu'on se concentre sur eux. Mais je serais encore plus heureux s'ils pouvaient partager un petit peu plus. Et dernière question pour finir, si tu devais donner un conseil à un jeune entraîneur ou un jeune CTR qui débute, tu dirais de faire quoi? C'est atroce ta question. Parce qu'il y a deux solutions. Soit je dis il faut qu'il fasse comme moi, ou alors j'ai dit il faut qu'il fasse comme il le sent, mais qu'il fasse tout pour que tous nos clubs et tous nos jeunes puissent avoir un accès à la performance et à l'entraînement quotidien. Donc moi je regrette un petit peu que on se focalise aujourd'hui un peu trop sur un petit nombre de clubs. C'est la base, c'est ce qui fait qu'on a eu toujours beaucoup. Enfin, là, je parle de la Bretagne parce que je la connais bien. Je la connais bien, très bien depuis 20 ans, mais je la connais aussi depuis 40 ans. Mais il faut qu'on s'appuie sur un nombre de clubs important pour avoir des jeunes en N1 issus de beaucoup de clubs différents. Et j'ai peur qu'il y ait des clubs aujourd'hui qui se cantonnent à faire de la N3. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage que je vais donner des clubs, Landerneau, Plumelio, tu vois. C'est dommage qu'il y ait pas, il y a eu des N1 dans ces clubs, et je pense qu'il faut qu'ils refassent une politique de club où c'est en s'appuyant sur les départements que il faut que les gamins viennent de clubs différents. Si on s'appuie sur 10 clubs ou 15 clubs, c'est mieux que de s'appuyer sur 2 clubs ou 3 clubs. C'est pas suffisant. Ça m'amène une dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Est-ce que tu constates un peu que ces derniers temps, il y a de plus en plus de jeunes qui sont issus de familles kayakistes? Est-ce que c'est pas un peu plus dur maintenant de faire du haut niveau si on n'est pas issu d'une famille kayakiste en fait? Je pense que ce qui est important, alors soit famille, soit un cadre, soit un entraîneur qui a l'œil sur toi et qui te suit. Mais ouais, je m'aperçois de plus en plus. En tout cas, il y a une chose qui ne marche pas, c'est que les parents se désintéressent complètement de l'activité. Aucune implication. Que ce soit au niveau des instances dirigeantes. Toi, par exemple, c'est pas tes parents qui t'ont emmené tous les dimanches, machin, mais t'as trouvé un samaritain à certains moments qui t'a emmené, et ça, c'est bien. Et ensuite, le gamin, où il y a pas la relation quand le dimanche il rentre et il a fait une compétition, ses parents s'intéressent à peine du bout des lèvres à ce qu'il a fait le dimanche, je pense qu'il aura énormément de difficultés à réussir. Donc il faut au moins une implication comme bénévole ou comme juge ou comme cadre, entraîneur. Il y en a qui sont pas tous très très malins. Hein. Dans les parents qui suivent, il y en a certains, j'ai envie de leur dire calme-toi un peu, laisse ton gamin faire, etc. Par contre, il le disait, Philippe Graille, il disait les enfants d'eux, ils gagnent beaucoup de temps. Ils gagnent beaucoup de temps. Alors soit c'est les parents, soit c'est une personne. Mais quand t'entends un athlète dire une ânerie, mes enfants, s'ils disaient quelque chose qui ne correspondait pas à ma philosophie ou aux exigences de la réussite, moi je leur disais tout de suite, là tu fais fausse route. Retourne dans ta chambre. Tu vois. Mais si
Et donc ça, c'est Philippe Gray qui disait ça. Les enfants d'eux gagnent beaucoup de temps. Oui, ben c'est sûr, tu prends les petits Addison, ils gagnent beaucoup de temps. Les enfants Castric, ils gagnent beaucoup de temps. Les enfants Roisin, ils gagnent beaucoup de temps. Les enfants de Blicky, ils gagnent beaucoup de temps. Ils gagnent du temps. Moi, je pense que Camille, elle a gagné du temps. Yves aussi. Voilà, on est capable de les recadrer très régulièrement. Les enfants 8 ans. C'est une chance d'avoir des parents un peu techniciens. Alors, c'est pas toujours facile, hein, quand on voit Lorraine et son père il y a 2-3 ans, là ça va mieux, mais elle fatigue un peu quoi des fois. Je pense que le pauvre paternel il dérouille, mais bon, il est patient et puis je pense il va l'aider dans sa réussite sportive. Et puis le plus grand conseil que je donnerais aux sportifs, c'est qu'ils s'éclatent dans leur quotidien et qu'ils se fassent plaisir, surtout qu'il ait beaucoup de plaisir sur l'eau quoi. Qui passe pas sa pagaie au travers du pont et jusqu'au fond toucher la rivière quoi. Je vois pas de qui tu parles. Ben si, moi je vois. Non, il faut profiter, je pense qu'on a la chance de faire un beau sport et sur des bassins ou des sites extraordinaires et qu'il y a une belle ambiance et qu'on a encore de beaux jours devant nous. Eh ben vas-y, je te propose d'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Jean-Yves. Ben avec plaisir. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.